Bonjour, je m'appelle Suzanne Masson. Je suis coordonnatrice au service aux proches aidants à l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Après avoir vu la pièce de théâtre documentaire Tout inclus de François Grisé, j'ai continué ma réflexion et j'ai participé à un échange de groupe avec l'auteur pour développer davantage. Je constate, comme François Grisé, qu'il faut user de créativité pour se créer des milieux d'habitation agréables qui correspondent davantage à nos besoins en avançant en âge. Se sentir en sécurité, avoir moins de tâches exigeantes physiquement et avoir du plaisir au quotidien sont importants. Mais par-dessus tout, il faut se sentir chez nous sans avoir à se déposséder de tout ce qui a constitué notre univers au fil des années. C'est le but de mon entretien aujourd'hui. Les résidences pour aînés existent depuis longtemps. On a tendance à l'oublier. Le contexte dans lequel a évolué et évolue les RPA, donc les résidences pour personnes âgées, il y a on pourrait dire un peu, on pourrait faire sa genèse. Il faut toutefois ne pas se leurrer. Vivre en centre d'hébergement, c'est loin d'être la norme. Même au Québec, à aucune époque, on ne retrouve une majorité de personnes âgées dans ce genre d'établissement. Et c'est Aline Charles, une historienne québécoise, qui l'affirme. La plupart des aînés vivaient et vivent toujours aujourd'hui à domicile, que ce soit chez eux, dans leur famille. Ici à Québec, dans la ville de Québec, on a eu l'Hôpital général de Québec, qui a été construit en 1692. Ça a été le premier établissement qui s'occupait des personnes âgées dans la province de Québec. Contrairement à ce qu'on pourrait, son nom pourrait laisser croire, c'était bel et bien un lieu d'hébergement et non pas un hôpital. Mais c'était pour les aînés démunis. Euh, à cette époque, et pendant les décennies qui ont suivi, les soins apportés aux personnes âgées étaient assurés par les communautés religieuses et étaient prodigués surtout aux vieillards démunis dans une perspective de charité. Les RPA viennent avec l'ère industrielle. Le travail des femmes, le manque de ressources financières, pensé après la guerre 39-45, c'est le phénomène qui est arrivé. Alors, ce n'est qu'à partir des années 50 que le gouvernement s'est mis à investir massivement dans les soins aux aînés et que les résidences se sont diversifiées. L'institutionnalisation de la vieillesse est ancienne, mais elle s'est surtout développée au Québec. Il y a 60-70 ans, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et je vous rappelle que c'est toujours des informations qui nous viennent d'Aline Charles, historienne. À partir de ce moment, donc il y a environ 60 ans, l'hébergement des aînés a dépassé la simple question de charité. La vieillesse va devenir un véritable marché, particulièrement après la Deuxième Guerre mondiale, comme je vous disais tout à l'heure. Euh, pour ce qui est des soins à domicile, ils existent depuis longtemps. Elles ont surtout, au début, aidé l'apanage des communautés religieuses. Mais ça n'a pas toutefois, ça n'a jamais été l'option privilégiée, ni par les religieux, ni par l'État. Le gouvernement du Québec a pourtant vanté les mérites des soins à domicile dans les années 70 et 80, sans toutefois investir dans ce sens. Donc, ça ne change pas tant que ça. Hein? On est rendu en 2023 avec toujours le même genre de situation. En nombre absolu, le Québec comptera 2,3 millions de personnes de plus de 65 ans dans 10 ans. Ce sont des statistiques qui datent de juste un an déjà. Donc, c'est une hausse de 500 000 par rapport à aujourd'hui. C'est 500 000 personnes de plus dans 10 ans. Cette tendance est connue depuis longtemps. J'étudiais en gérontologie en 2000 et on en parlait déjà. Cette tendance, donc, qui est connue depuis longtemps, entraîne des défis majeurs. Alors, l'hébergement des aînés, il faut planifier l'avenir maintenant. Ça le fait d'ailleurs l'objet d'une présentation dans la presse il y a un certain temps.
Je vais vous le mettre dans les liens de biographie. Donc, la décroissance, c'est un mythe. Yves Carrière explique qu'on assiste à une transformation démographique partout dans le monde. Alors, on n'est pas isolé. La fécondité diminue et la mortalité des grands âges euh, diminue. Non, excusez, la mortalité diminue aussi. Alors, vous voyez, il y a peu de naissances, mais on vit plus longtemps. C'est ce qu'on nous dit. Ça donne donc un vieillissement de la population avec une proportion de personnes âgées qui va probablement arriver à 25 ou 30 c'est la maturation démographique d'une société. C'est ce qu'on vit. C'est une tendance qu'on observe dans tous les pays développés. Et les pays en développement y arrivent aussi. Alors, il y a des mythes et des réalités. C'est un autre lien que je vais vous mettre, une recherche de Radio-Canada en 2016, qui a été mise à jour aussi en 2016. Ah, si on parle des soins à domicile, est-ce qu'il y a vraiment des choses intéressantes là? D'abord, moi, je vous ramène à la pièce de théâtre Tout inclus de François Grisé. Si vous avez la chance d'aller assister à cette pièce-là, vraiment, c'est un gros plus. Vous allez comprendre vraiment tout le phénomène à la fois humain et politique, qu'est-ce qui se vit dans notre société. Euh, et il faut se poser la question, comment voulons-nous habiter notre vieillesse? C'est à chacun de nous d'y répondre. Il ne faut pas attendre. La réponse, ça ne viendra pas de l'extérieur, ni des gouvernements, les publicités, les personnes que vous croisez. Vous allez avoir toutes sortes d'influences. Ce qui est important, c'est vous de vous poser cette question-là. Votre réponse, c'est la meilleure. Pensez maintenant à l'organisation des services dans votre environnement. C'est maintenant que ça se fait. Parlez-en autour de vous avant d'être dans une situation de besoin. C'est là qu'il faut regarder, questionner, collectionner les informations, en parler avec les gens qui vous entourent. Quel est votre choix? Qu'est-ce que vous voulez vivre dans quelques années? Restez informé de toutes les possibilités qui vous conviennent et surtout les nouveautés. Des fois, il y a des solutions intéressantes dans des nouveaux phénomènes. Alors, François Grisé, donc l'auteur de la pièce de théâtre Tout inclus, nous parle de 3 habitats. Donc, l'habitat intime, l'habitat bâti, l'habitat social. Ces 3 habitats sont toujours là, toute notre vie. On ne le réalise pas vraiment, sauf que lorsqu'il y en a un qui devient vulnérable, là, tout est un peu désorganisé. Alors, pendant qu'on est en santé, qu'on se sent jeune, en forme, c'est le temps d'y réfléchir et d'organiser ces 3 habitats à notre goût, selon nos intérêts, et en conscience qu'il y a un processus dans lequel on fait partie. C'est nous. Alors, c'est le pouvoir qu'on a sur notre vie, ici, maintenant, et qui va contribuer à la construction de notre bien-être plus tard. Alors, il faut se demander comment je veux vieillir et habiter ma vieillesse. Quel type d'habitation je veux habiter quand je vais me sentir vieux? Quel milieu de vie correspond à mes besoins de vieillir à ma façon? Puis, il faut en parler, informer les gens autour de nous, ajuster vos réponses à votre évolution. Euh, Pensez qu'avancer en âge, ça change à tous les jours. Ce n'est pas une chose qui va changer l'année suivante. C'est tous les jours qu'on vit des changements. Alors, et on se fait dire par toutes sortes de monde qui font des recherches qu'il ne faut pas attendre trop longtemps avant de prendre des décisions. Il vient un moment où c'est trop tard et on ne peut plus faire la transition. Alors, cette transition-là, il faut la préparer là. C'est important de faire soi-même ces changements-là. Plus vous attendez, plus c'est des gens qui vont le prendre en charge, qui vont faire les changements. Et qu'est-ce qui vous dit que ça va respecter vos besoins? Et qu'est-ce qui vous dit que vous allez être capable encore de les exprimer? Alors, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est un autre reportage de Radio-Canada qui s'appelle Le vieillir en communauté, qui nous ramène à cette dimension-là. Alors, avoir du pouvoir sur sa vie, est-ce que c'est vraiment possible?
Ben moi, je vous dis que oui. Alors, il y a des bons côtés à la vie en résidence et il y a certaines situations qui peuvent permettre de demeurer actif, comme un comité social. Dans les vies en résidence, il y a souvent les comités sociaux, activités sociales. Il faut avoir des projets individuels, des projets de groupe. C'est à vérifier avant de faire le choix d'une résidence. Qu'est-ce qui se passe? Posez des questions, faites votre liste de questions. Visitez-en. On peut aussi avoir rapidement l'impression d'une perte de pouvoir quand on est en résidence, du pouvoir sur sa vie, sur son autonomie. Pensez que les repas, ce n'est pas vous qui allez les choisir. Puis, ce qu'on voit dans la pièce de théâtre, puis qui est relevé souvent, c'est est-ce que la personne a un droit de révolte? Est-ce qu'elle a le droit de manifester qu'elle n'aime pas quelque chose, qu'elle n'est pas d'accord avec quelque chose, un fonctionnement? Et est-ce que dans la pièce de théâtre, on voit bien que les gens perdent une certaine crédibilité sur leur façon, sur leur dire, leur pensée, à cause de leur façon de s'exprimer des fois. Alors, c'est important de vérifier ça avant de faire des transitions. La majorité des résidences, ils vont entretenir une monoculture. Alors, ça veut dire que c'est toutes des vieux ensemble. Ah ben oui, ça peut varier de 60, 65 ans à 100, 105 ans et plus. Mais pensez que durant la COVID, on a rappelé à tous les gens de 65 ans et plus qu'ils étaient des gens vulnérables et qu'il fallait les protéger. Et en résidence, on leur a demandé de rester dans leur chambre. Qu'est-ce que la différence entre être enfermé dans son appartement, dans un édifice à logement avec un balcon, et être enfermé dans votre chambre et attendre que tout le monde vienne vous porter les repas? Je vous rappelle que ça a quand même duré plusieurs mois. Il y a encore, en 2023, des endroits où les gens doivent être isolés dès qu'il y a une annonce grippale ou des choses comme ça. Alors, c'est des choses qu'il faut vérifier, qu'il faut questionner. Rappelez-vous que les gens, le pouvoir qu'ils ont perdu, c'est le pouvoir de voir leur monde quand ils voulaient, à la façon qu'ils voulaient. Alors, comme il y avait heureusement, qu'il y avait des intervenants pour les aider à être en contact par Internet ou par téléphone pour composer à leur place, mais le temps était minuté parce que le préposé ou l'infirmière devait faire le tour de tout le monde. Alors, est-ce qu'on est prêt à vivre ça? Est-ce que c'est quelque chose de réaliste pour vous? Pour éviter la propagation des microbes, on a limité les visites aussi. Alors oui, quand on est dans notre maison, dans notre appartement, et qu'on vit des situations comme on a connues avec la COVID, on a peut-être pu ouvrir la porte, parler sur le balcon, faire des saluts aux gens. Quand on est en résidence, il y a des pouvoirs sur notre vie qui sont limités et là, il faut suivre les règlements. On se trouve un peu dépossédé. Et si vous attendez avant d'aller en résidence ou avant de faire des choix et que d'autres personnes le font pour vous et vous amènent en résidence, réalisez qu'on va un peu vous déposséder devant vos yeux. On va choisir pour vous les vêtements, meubles que vous pouvez apporter dans le nouvel espace. Est-ce que vous n'aimeriez pas choisir ça vous-même? Alors, il faut se rappeler que les changements sociaux, c'est partir de chez soi, où on est avec un conjoint, une conjointe ou seul, et aller vivre en communauté, comme une communauté religieuse, ou si vous avez vécu les couvents, les collèges, vivre au collège en internat. Alors, c'est ça. Donc, il faut y penser parce que du jour au lendemain, parce que c'est vraiment ça, du jour au lendemain, on est de seul à 30, 60, 90 et certains endroits 300 personnes autour de soi qui bougent quand eux veulent et qu'il y a plein de choses que vous ne choisissez plus par vous-même. Alors c'est pour ça qu'il faut poser nos questions d'abord et prendre le temps de s'y préparer et de faire vraiment ce choix-là. Il peut y avoir des réactions choc, vous le comprenez bien. Alors quand on arrive en résidence, on s'aperçoit, et la pièce de théâtre, tout inclus, nous le montre très bien, François Grisé en fait une belle démonstration, comment on peut avoir besoin de parler, de se confier sur ce qu'on vit, avoir besoin d'être valorisé, d'être reconnu pour qui on est. D'être seul à aller vivre en groupe, il y a comme une partie qui peut donner l'impression qu'on a une perte d'identité parce qu'il y a plein de choses qui ne correspondent plus à qui on est.
même si on en a fait le choix, c'est quand même difficile comme adaptation. C'est un grand changement. Alors, il faut vraiment s'y préparer. Et donc, il faut combler cette sensation d'isolement-là, ce changement de vie-là, ce changement de routine-là. Il faut être bien préparé, donc avoir des contacts avec des gens qu'on aime bien ou du moins avec qui on sait qu'on peut avoir un échange sincère. Il faut aussi se rappeler que la vie de groupe, ça peut amener, ben, je vous le disais un petit peu tout à l'heure, une perte comme de reconnaissance de qui on est vraiment, notre individualité, de son parcours. Moi, d'où je viens, c'est quoi mon bagage, puis ma façon de m'exprimer. Est-ce que j'ai vraiment l'impression qu'autour de moi, c'est un milieu homogène ou, ah mon Dieu, tu sais, ça n'a pas de sens, les gens avec qui je me retrouve, je comprends rien quand ils me parlent ou ils ont vraiment des intérêts qui n'ont aucun rapport avec mes intérêts. Alors, c'est des choses qui ont quand même leur importance. Puis, il faut se rappeler que dans un groupe, on cherche à être accepté par le groupe. Pensez juste à c'est comme une tribu. Alors, on veut faire partie du groupe ou on refuse complètement. Alors, si on veut faire partie du groupe, donc ça demande un effort. C'est normal d'être épuisé les premières semaines, de trouver qu'on est plus fatigué, on a davantage faim, comme si on manquait d'énergie, ou le contraire, de s'isoler, de décider que non, moi, je ne participe pas à ça, ou je regarde les gens fonctionner, je trouverai après ma place là-dedans. Donc, avoir besoin de son espace personnel, de recréer cet environnement-là, cette ambiance personnelle-là, ça se peut. Alors, préparons-nous. Souvent, on va remarquer que quand des gens vont habiter en RPA, il va y avoir une diminution de visite de la part des enfants. C'est pas parce que ils vous abandonnent, c'est que souvent les gens vont sentir que leurs parents ou en tout cas les gens qui étaient autour de vous, vos frères, vos sœurs, vont sentir que vous êtes en sécurité, qu'il y a une réponse à tous vos besoins. Et ils ont l'impression que leur présence est moins nécessaire et non pas moins pertinente. Alors, il faut juste leur rappeler que vous avez toujours besoin, et surtout au début, que vous avez besoin d'eux pour vivre cette adaptation-là. Donc, et eux aussi ont une période d'adaptation. C'est un nouvel environnement. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire, les heures de visite. Est-ce qu'ils peuvent vous amener à manger, à boire? Est-ce qu'ils peuvent sortir avec vous? Alors, tout le monde doit apprendre à négocier avec les nouveaux règlements. Rappelez-vous que même quand on a une vie de groupe, on peut se sentir seul. Alors, c'est à ne pas négliger, autant pour les visiteurs ou la famille, de ne pas penser que parce qu'il y a plein de monde autour de la personne qu'on aime qui va vivre en résidence, que cette personne-là ne vit pas de l'isolement. On peut vivre de l'isolement et pourtant être dans un groupe. Alors ça, c'est des choses qu'il faut faire attention. Oui, la présence des autres va rassurer, mais c'est pas toujours complet pour venir combler les besoins affectifs. C'est pas des gens symboliques pour nous. C'est un paquet de monde nouveau qu'on ne connaît pas. Donc, on va vivre des ambivalences. Se sentir en sécurité, trouver qu'OK, pour certaines parties, au niveau rationnel, on a fait des bons choix, mais au niveau émotif, au niveau de l'identité, au niveau du cheminement, peut-être qu'on va avoir l'impression que est-ce que je me suis trompé? Alors ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Parlons des changements physiologiques parce qu'il va y en avoir. Alors, c'est impressionnant parce que François Grisé, dans la pièce de théâtre Tout inclus, l'illustre vraiment très bien en parlant de lui, de comment il se sent. Alors, la vie de groupe, ça va amener une surstimulation des sens. Alors, imaginez que les odeurs que vous allez percevoir ne sont pas les vôtres. Pensez-y, c'est l'odeur de l'endroit, l'odeur des aliments que vous ne connaissez pas, des recettes que vous ne connaissez pas, ou que vous reconnaissez, mais que par rapport à l'endroit où vous êtes ne correspondent pas à votre vécu. Il y a aussi les voix, les sons que vous allez entendre. C'est des nouvelles voix, des nouvelles personnes. Les sons, est-ce qu'il y a des gens qui écoutent la télévision? Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent la radio, des gens qui chantent, des gens qui jouent d'un instrument de musique? Il y a tout ça qui est autour de vous, le changement de décor.
comment vous avez réorganisé l'endroit qui est votre chambre ou votre appartement, comment est décoré tout l'endroit autour de vous, là, les endroits communs. Est-ce qu'il y a des fenêtres? Est-ce qu'il y a des boulevards? Est-ce qu'il y a des jardins, des arbres? Tout ça change. Et ça peut faire qu'on ne se reconnaît pas, qu'on se sent un peu désorganisé. On peut être aussi touché par des gens. Il y a des gens pour qui c'est important de toucher quand ils nous rencontrent. Et peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas toucher, ou peut-être que c'est le contraire, que vous avez besoin d'être touché ou de toucher les gens quand vous échangez et qu'il y a des gens qui se retirent. Alors, il y a tout ça qui est étranger et qui est nouveau. Pensez aussi que vous allez goûter des mets nouveaux, manger des nouvelles façons d'apprêter les aliments. Que ce que vous mangez, si vous ne l'avez pas choisi, mais qu'on vous a présenté un menu, alors donc l'offre est limitée. Pensez qu'il y a un horaire à respecter dans les résidences. Il y a comme un horaire de début de journée, de fin de journée, une période pour les repas, une période pour les visites peut-être même. Si vous êtes une personne qui vivait plus très tard le soir ou même la nuit, est-ce que c'est accessible? Est-ce que vous pouvez vous lever la nuit pour aller grignoter dans le frigo? Est-ce que vous devez rester dans votre appartement? Est-ce que vous pouvez ouvrir la télévision ou non? J'ai vu des endroits où l'Internet et la télévision étaient fermés la nuit. L'accès au câble, je veux dire, là, et à Internet était fermé la nuit. Alors, donc, les gens ne pouvaient pas écouter leur télé, ne pouvaient pas faire de recherche Internet ou lire un journal, des choses comme ça, sur l'Internet. Alors, dans la pièce de théâtre, on entend des gens dire il faut suivre telle étape ou tel règlement, sinon on va se faire chicaner. Est-ce que vous allez avoir cette impression-là d'être pris en charge ou du moins d'avoir un, une supervision parentale qui est là pour dire que ce que vous faites, c'est correct ou pas, conformément au groupe ou à ce qui est attendu du fonctionnement du groupe. Mais c'est ça, c'est des choses qu'il faut penser. Ça a l'air peut-être, là, c'est beaucoup en peu de temps, mais c'est toutes des questions qu'il faut se demander. Et vous voyez, même si ça peut être farfelu, l'auteur François Grisé est allé vivre 2 mois dans une résidence. Ben, si on pouvait tout faire cette expérience-là avant de trouver est-ce que c'est ce que je veux, waouh, ce serait vraiment fantastique parce que vraiment, on pourrait choisir ce qui nous convient le mieux. Euh, si vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup manger des fruits frais et des légumes frais, pensez que vous allez devoir aller vous les acheter ou de les faire acheter par quelqu'un d'autre. Ça peut avoir l'air banal, mais c'est des choses comme ça. Euh, Ensuite, les raisons qui peuvent nous amener dans une résidence. Alors, on peut sentir avec le temps si on a des problèmes de santé ou si on trouve qu'on a besoin plus souvent de voir des gens. On peut sentir qu'on est un poids pour les autres. Excusez-moi, je vais prendre. On peut avoir l'impression qu'on n'a pas le choix. Alors, dans tout inclus, on entend des gens dire j'étais plus capable. Alors, est-ce que vous êtes du genre à attendre à la dernière minute la limite de je ne suis plus capable d'entretenir la maison, de m'occuper de la pelouse ou de déneiger? Je vous rappelle qu'on est au Québec. Est-ce que je suis plus capable de me préparer à manger, de vivre seul, de prendre soin de ma santé ou de prendre soin de quelqu'un d'autre? Si c'est votre conjoint, votre conjointe, un enfant ou un autre parent, quelqu'un ou un ami avec qui vous cohabitez, est-ce que c'est ça votre je ne suis plus capable? Est-ce que c'est ça qui va vous amener à choisir un RPA? Si c'est ça, alors là, il faut faire bien attention. Parce que ça veut dire que vous avez attendu une limite, ça veut dire que vous allez peut-être prendre ce qu'on vous présente sans nécessairement ce que vous auriez choisi. Alors, je vous invite à la prudence et c'est pour ça que tout à l'heure, et que toutes les recherches disent de vous préparer pendant que vous êtes bien, pendant que vous êtes en forme, d'en parler, de visiter, de questionner, de vous documenter. Il y a des périodes portes ouvertes dans ces résidences-là. Allez-y. Bien sûr que c'est une opération séduction dans les portes ouvertes, mais dites-vous que justement, on vous montre le meilleur. Alors, si ce que vous voyez, c'est le meilleur,
Qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre de ça? Ça pourra vous donner une idée peut-être. Mais pensez au quotidien là-dedans. C'est pas juste une visite, c'est rester là. Pensez-y. Alors, parfois, on va faire ces choix-là pour suivre un conjoint, une conjointe, une personne avec qui vous cohabitez, qui, elle, veut aller habiter en résidence parce qu'elle ne se sent plus en sécurité ou parce qu'une des raisons qu'on a dit tout à l'heure. Alors, si vous suivez la personne, c'est bien possible qu'en très peu de temps, vous trouviez que ça ne vous correspond pas parce que vous n'avez pas fait le choix pour vous. Alors, pensez-y bien comme il faut. Par contre, si c'est votre mode de vie, si c'est votre façon de fonctionner en couple, de suivre la personne avec qui vous cohabitez, c'est correct si ça correspond à vos besoins. Alors, suivez ce qui est bon pour vous. Rappelez-vous, là, je vous ramène à la phrase de je suis plus capable. Quand on en vient à dire je suis plus capable, c'est qu'on ne sait plus quoi faire. On se sent dépourvu. Alors, si vous vous êtes préparé, là, vous avez vu cette petite vidéo-là, la présentation PowerPoint, vous vous êtes préparé, vous avez questionné, vous êtes documenté. Quand arrive le je suis plus capable, vous avez déjà toutes vos ressources de prêtes. Et les gens à qui vous en avez parlé, vont pouvoir vous aider à changer les choses ou à faire la transition. Alors ça, c'est important. Donc, ça veut dire qu'il y a une continuité dans votre parcours et non pas une coupure dans votre parcours et on diminue le choc. Vous faites appel à moins de résilience, donc moins d'épuisement. C'est bon, hein? C'est bon de penser à soi. Alors, on l'oublie, mais vieillir, c'est aussi un choc. Combien de gens ne réalisent pas qu'ils vieillissent? Combien de fois, moi, j'ai entendu des gens me dire, dans ma tête, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans. Pourtant, ces gens-là, il y en avait 80, 90 quand ils me parlaient. Moi, j'en ai 65, mais souvent, je me sens 35, 40 ans. C'est l'énergie qu'on sent et l'âge de notre corps, ça ne correspond pas souvent. Tant mieux. Tant mieux quand, en plus, on se sent plus jeune que ce que notre corps est. Par contre, il faut être conscient de temps en temps de notre cheminement, puis d'accepter que notre corps a changé, d'accepter qu'il y a des mouvements que je ne fais plus de la même façon. Je me souviens de la comédienne Dominique Michel, comédienne humoriste, qui disait « Je peux faire encore les mêmes choses, mais plus lentement. » Bien, c'est d'apprendre à l'accepter. Si vous êtes prêt à accepter que vous faites les mêmes choses, mais plus lentement, ce que vous faisiez en quelques heures, vous allez peut-être le faire en quelques jours, ça se peut. Bien, pensez juste à préparer votre jardin. Avant, ça se faisait en quelques heures, une demi-journée, tout était fait, la terre tournée, les plants installés et tout était beau. Peut-être que vous allez tourner la terre à un moment donné avec de l'aide. Peut-être que vous allez planter ou semer une autre journée. Et puis peut-être que vous allez continuer une autre étape la troisième journée. Mais c'est ça. Si vous êtes prêt à regarder ce cheminement-là, à l'accueillir, bien, on diminue le choc. Et on a moins peur quand on se voit dans le miroir. Dans la machine gouvernementale, dans la société en général, on ne parle pas des vieux. Quand on en parle, on va parler de l'infrastructure. On va parler des soins, des budgets, de maladies, de l'aspect vulnérable de la vieillesse. Mais on ne parle pas des individus. On peut se demander, est-ce qu'on apprend à vieillir? On apprend à marcher, à parler, à manger, à être autonome. Mais est-ce qu'on apprend vraiment à vieillir? Et qu'est-ce que ça prend pour accepter de vieillir? Je peux vous dire que personnellement, il n'y a pas de recette secrète. Moi, je pense vraiment, comme intervenante, que chacun a son mode d'emploi. Puis il y a des gens qui refusent d'en développer un mode d'emploi, qui ne veulent pas apprendre à vieillir, qui ne veulent pas se voir vieillir. Quand dans la discussion qu'on a eue avec François Grisé, quelques jours après la pièce de théâtre, il nous disait même, parce qu'on lui disait pourquoi ça n'est pas télédiffusé, la pièce de théâtre, c'est trop important. Il nous disait que ça a été refusé par les télédiffuseurs. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'on ne veut pas voir de vieux à la télévision. Mais c'est à nous de changer ça. C'est à nous, les personnes vieillissantes, de dire qu'on veut voir des gens qui nous ressemblent, qu'on veut se reconnaître à la télévision. Oui, il y a des gens de 30, de 35 ans. Est-ce qu'on peut voir des échanges
transgénérationnel? Est-ce qu'on peut voir des styles de vie de gens qui vieillissent et pas une monoculture, pas que des vieux? Est-ce qu'on peut voir ça? Il y a eu à un moment donné des présentations, ça s'appelait les moineaux, les pinsons. C'était un couple vieillissant. Bien, est-ce qu'on peut ramener cette démarche-là? Est-ce qu'on peut montrer des cheminements? On le voit là, il y a des gens, des acteurs, des animateurs qui sont retirés de l'écran en vieillissant. Il y a eu des critiques, on le voit beaucoup aux États-Unis, quand les gens décident de laisser leurs cheveux blancs. Alors voilà, c'est toute une démarche de société qui est là. Comment on en est arrivé là? Euh, c'est tout le phénomène de l'industrialisation, le phénomène des médias, la culture de la beauté, de la jeunesse, c'est là. Mais on peut être beau et jeune dans notre tête, puis continuer de se trouver beau et bien en vieillissant. Qu'est-ce qui fait que l'autre démarche, c'est qu'est-ce qui fait que on finit par changer d'idée? Moi, je me dis, je veux toujours vivre chez moi. Euh, Quitte à vivre avec un ou deux amis, fonctionner ensemble puis s'entraider. Qu'est-ce qui fait que je finis par aménager dans un RPA? On l'a vu un petit peu tout à l'heure, le « je suis plus capable », ça revient. Alors, c'est des choses qu'il faut se demander. Devant le doute, quand quelqu'un dit « Ah, je ne sais pas si je fais bien », quand quelqu'un dit « Je veux m'en aller en PA, en résidence, en CHSLD », utilisez les termes que vous voulez, là, c'est une vie en communauté. Qu'est-ce qu'on entend? C'est les gens vont dire « Ben non, mais tu vas être bien ici, là, tu vas être en sécurité. » Et vous voyez, François Grisé, l'auteur de Tout inclus, il a demandé aux résidents, les 2 mois qu'il a habité en résidence, il demandait « Comment c'est pour vous de vivre ici? » Et les gens se mettaient à se raconter. C'était peut-être une des rares fois où on donnait de la place à ces gens-là pour s'exprimer. Alors, pourquoi pas se demander maintenant, qu'est-ce qui m'amènerait là? Qu'est-ce qui m'amène à vouloir rester chez moi? Qu'est-ce qui m'amènerait à faire le pas pour aller vivre dans un endroit comme ça? Je vous rappelle que selon les statistiques, selon les informations et selon les historiens, l'historienne qu'on a entendu je vous rapportais tout à l'heure les mots, c'est une minorité qui vont aller vivre en RPA ou en CHSLD. Alors, est-ce qu'on peut choisir autre chose? Alors, des pistes pour l'avenir. Alors, c'est à vous d'y réfléchir. Comment on veut habiter notre vieillesse? Ça, c'est une question que François Grisé nous a posée, moi, qui m'a frappée. Comment on veut habiter notre vieillesse? Déjà, avant de dire habiter un endroit, comment on veut le premier des habitats? Ma vieillesse, je veux l'habiter comment? Est-ce qu'on peut faire mieux que la vie en RPA? Est-ce que c'est bon pour moi, la vie en RPA? Si oui, c'est correct, on y va. Est-ce qu'on peut s'accompagner à vieillir? On s'accompagne avec bienveillance quand on parle d'accompagnement à mourir. Mais est-ce qu'on peut s'accompagner à vieillir? Est-ce que ça peut exister, un accompagnement comme ça? Euh, François Grisé rapportait un échange qu'il avait eu avec un gériatre. Et le gériatre disait que c'était son travail d'amener les gens à réfléchir à ce vieillissement, à peut-être faire le choix d'aller en résidence et d'accompagner son environnement, ses enfants, ses amis, sa famille, à comment le vivre ensemble. Alors, pourquoi on ne le ferait pas? Si vous utilisez TikTok, allez voir. Il y a une personne qui s'appelle Docteur Sourire 242. Ça, c'est le titre. Alors, lui, Docteur Sourire 242, c'est un infirmier qui accompagne les gens dans un RPA et qui vraiment va toujours mettre l'aspect positif. Même quand il y a des pertes cognitives, il travaille là-dessus avec les gens. Quand les gens veulent faire des fugues, il va dire oui, OK, tu veux t'en aller, comment tu vas faire? Bon, écoute, là, tu sais que la porte est barrée. Bon, comment je vais t'aider? Comment on peut faire? Alors, c'est vraiment intéressant et ça amène un petit choc intellectuel. Ça nous permet justement d'être plus créatifs.
Moi, après avoir vu la pièce de théâtre, je me suis demandé, peut-être que quelques-uns se rappellent, Libre enfant de Summerhill. Ce livre-là, c'est une expérience qui a eu lieu en Angleterre où, pardon, quelqu'un avait décidé de bâtir un style d'école où les enfants n'allaient pas dans une classe. Mais les enfants pouvaient décider ce qu'ils voulaient apprendre, quand ils voulaient l'apprendre, et que les gens ne s'appelaient pas enseignants. Les professeurs ne s'appelaient pas enseignants, mais ils étaient là pour donner un savoir. Mais si l'enfant, ce qu'il voulait, c'était d'apprendre la menuiserie, quelqu'un lui montrait la menuiserie parce qu'il était sur place. S'il voulait apprendre à cuisiner, il apprenait à cuisiner. On s'est aperçu ainsi que l'enfant apprenait à compter, à lire les consignes, à suivre des étapes. Et ce que ça a amené, c'est qu'il y avait tout le cheminement primaire, si je ne me trompe pas, secondaire. Et quand les enfants avaient fini cette démarche-là, ils étaient au même niveau et même un peu plus parce qu'ils avaient appris du savoir-être et du savoir-agir. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Moi, je me suis demandé, est-ce qu'on peut faire l'équivalent pour les aînés? Est-ce qu'on peut faire un libre aîné du Québec? Est-ce qu'on peut laisser les gens vivre ensemble dans un endroit, avoir des services et faire ce qu'ils veulent quand ils veulent? S'ils veulent manger un ragoût, est-ce qu'on peut les aider à préparer un ragoût? Ou est-ce qu'ils peuvent en parler à quelques-uns autour? Ils sont 4-5 à vouloir un ragoût, ça vaut la peine de cuisiner un ragoût. Si quelqu'un décide que la nuit, il se lève parce que là, il fait de l'insomnie, il s'embête, est-ce qu'il peut être accompagné là-dedans? Est-ce qu'il peut aller dans un endroit où le son ne va pas rebondir et qu'il va pouvoir écouter la télé tranquille? S'il a le goût de parler parce qu'il se sent seul, est-ce qu'il y a quelqu'un de disponible pour ça? Est-ce qu'on peut fabriquer ça? Je sais que ça a déjà existé dans une autre dimension. C'était surtout des centres d'hébergement où on appelait des soins une aile prothétique. Alors, on le faisait pour des gens confus, puis on disait que ça amenait moins de confusion. Alors, pourquoi on ne le fait pas à plus grande échelle? C'est ce que je me pose comme question. Pourquoi il n'y a pas des gériatres qui accompagnent tout le monde là-dedans? Ben oui, on en manque. On a une pénurie. Est-ce que c'est vraiment donné comme information qu'il y a des gériatres qui peuvent nous aider? Il y a des solutions possibles à partir de nos dirigeants. Et ce que François Grisé nous rapporte, c'est un échange avec un sociologue, si je ne me trompe pas, entre autres, qui dit, par rapport aux dirigeants, le groupe doit changer tout en même temps. Améliorer le modèle du système, simplifier le processus gouvernemental, informer et former les politiciens sur c'est quoi le bien vieillir, c'est quoi les besoins d'une personne qui avance dans le temps. C'est surprenant parce que tous les gens qui sont nos ministres, premiers ministres, députés, vieillissent tous, mais ils vont, on le sait, ils vont vivre dans un certain confort parce qu'il y a une certaine capacité financière. Mais moi, j'ai vu des gens très riches vivre dans des situations pénibles parce que, surtout pendant la COVID, parce qu'il n'y avait pas les services autour. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Est-ce qu'on peut mobiliser les gens? Alors, le mouvement Habitat, c'est la démarche que François Grisé nous invite à réfléchir. Donc, il y a un site Internet, vous avez l'adresse là, pour permettre de continuer la réflexion. Passer à l'action si vous le voulez, ou du moins accompagner d'autres gens qui passent à l'action. Il y a des possibilités de communiquer avec les gens. Vous pouvez aussi, bien sûr, moi je vous invite fortement, si la pièce de théâtre, tout inclus, passe près de chez vous, vous avez connaissance de ça, je vous invite à investir le 35-45 $ que ça coûte. C'est un investissement sur la qualité de votre avenir. Vraiment. Ici, ce sont toutes les ressources dont je vous ai parlé tout à l'heure, toutes les informations qu'on a vues ensemble, les documentaires, ou du moins les recherches qui ont été présentées par Radio-Canada, la presse et l'adresse du mouvement Habitat. C'est toujours un plaisir de vous retrouver par le lien virtuel. Si vous désirez le contenu de cette présentation, vous n'hésitez pas à m'appeler ou à m'écrire en utilisant les informations que vous voyez à l'écran. J'en profite pour vous rappeler que l'Association bénévole de l'île d'Orléans offre des services de répit, d'accompagnement de transport, de popote roulante, de visite d'amitié, des rencontres pour les proches aidants, de distribution alimentaire, des rencontres intergénérationnelles, du glanage et plus encore. On vous invite à habiter, je vous invite
à habiter votre vieillesse maintenant pour bien la vivre plus tard. Alors, à bientôt et j'espère avoir de vos nouvelles. Au revoir.